Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce café du dimanche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de partager ce moment, cette heure avec Timothée Moirou. Voilà, Bonjour à tous. bonjour Tim. Voilà, on va vous parler de plein de choses. C'est un petit débat impromptu sur l'hypnose et la médecine. J'en profite pour rappeler que demain, c'est le déconfinement. Prenez soin de vous. C'est pas parce que c'est le déconfinement qu'il faut se relâcher. Hein, faire attention, porter les masques, avoir des mesures de distanciation et puis aussi bien se nettoyer les mains, etc., etc. Vraiment faire attention à vous et aux autres. Donc ça, c'est important de bien profiter de ce déconfinement, de cette nouvelle liberté après ces 55 jours un petit peu particuliers, cette expérience particulière. Et les cafés vont continuer. Donc demain, vous avez votre rendez-vous hebdomadaire qui est l'auto-hypnose avec Christophe Kinbaiter et Franck Platzek. Mardi, j'aurai le plaisir de vous retrouver accompagné de Laure pour l'hypnose et la sexualité. Donc, ça sera peut-être interdit aux moins de 18 ans. Je ne sais pas. Oui, je crois. Oui, oui. Surtout s'il y a l'or. Du coup, ouais, je balance c'est l'avant-dernière pour moi. Alors, je continue. Mercredi, je me souviens plus. Je crois que c'est l'aventure de la thérapie. Alors, ça, pour certains, vous pourrez poser des questions et voir un petit peu le thème qui va être abordé comme une sorte de co-vision. Jeudi, on retrouve notre duo de choc, les deux blondes, Janet et Laure pour votre Power Shot coaching. Et puis alors vendredi, qu'on se le dise, parole d'expert avec Philippe Vernois qui vous prépare un sujet qu'il ne faudra pas manquer. Hein, vraiment quelque chose de superbe qui est en préparation, animé par Philippe. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous aimez, vous mettez des cœurs, vous mettez des pouces, vous partagez et sachez qu'on va continuer effectivement sur cette lancée à pouvoir débattre, à pouvoir donner des avis, à pouvoir discuter de l'hypnose. Et aujourd'hui, médecine et hypnose. Alors Timothée, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous. Donc moi c'est Timothée. Je suis enseignant chez Psynaps depuis une petite année à peu près. D'un point de vue professionnel, je suis en fin de quatrième année de médecine, bientôt début de cinquième puisque ça va reprendre assez vite. J'ai monté mon cabinet d'hypnose quand j'avais 18 ans. De mémoire, c'était le lendemain de mes 18 ans, d'ailleurs, pour être précis. Et en moyenne, donc je vais consulter surtout les week-ends, puisque la semaine, je suis soit en cours, soit en stage à l'hôpital. C'est à Chute Dijon pour ma part. Et donc, en termes d'expérience clinique, d'exercice clinique, je vais voir principalement du poids, du tabac et de la douleur. C'est les trois principaux motifs de consultation que je vais voir. En moyenne, disons en période normale, puisque en ce moment, évidemment, on voit moins de monde, je vais faire entre 20 et 30 consultations par semaine, donc par week-end pour moi, du coup, entre 2 jours et demi. Ok, bien. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as ta vision médecin et tu as la Oui, vision hypnose. Et en fait, le exactement. but du jeu aujourd'hui, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que l'hypnose, qu'est-ce que la médecine, quelles sont finalement les séparations à faire, quels sont les pièges à éviter. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation des termes. On entend beaucoup de choses sur les termes médicaux, entre guillemets, sur les termes qui peuvent être employés. Et je trouve important de bien resituer que, par exemple, le mot thérapeute n'est pas un mot protégé. Oui, Voilà. Thérapie non plus n'est pas protégé. Il y tout à a fait. le terme médecin est protégé. Si on est médecin, c'est Oui, un diplôme qui demande des études, qui demande de la validation, qui est un diplôme étatique. Donc, OK. Psychothérapeute aussi est également. un diplôme protégé. Psychologue est un terme protégé, mais psychopraticien, par exemple, ne l'est pas. Thérapeute ne l'est pas. Il n'existe pas un texte de loi qui interdit. Voilà. Ça, c'était quelque chose dont je voulais m'affranchir dès le départ, parce qu'il existe d'interprétations. Il n'y a pas d'interprétation à avoir, il y a le légal, hein, ce que le législateur met en place, ce que l'État met en place, et effectivement, ce qu'on peut interpréter. Exactement. Ce qu'on voit souvent dans les formations, beaucoup de stagiaires qu'on a chez Synapse et même ailleurs, en fin de compte, des gens qui s'installent pour faire de l'hypnose, il y en a beaucoup qui ont parfois cette peur de se faire un peu mal voir par les médecins, que tel toubib lui envoie pas de patients ou de clients parce que justement il n'est pas médecin, etc. Et en fait, d'un point de vue national,
des soucis par rapport à ça, au niveau des termes précis? Il y en a très peu. Il y en a très, très, très peu. Il y en a très Ouais. peu. Ce qui ressort un petit peu et qui peut effectivement, c'est quand on prête à confusion. Il faut être très clair dans votre présentation, vous en tant qu'hypnothérapeute, pour ne pas employer des termes qui pourraient, entre guillemets, induire en erreur un client. Mais comme dans tout métier qui est réservé à un espace public et à recevoir du public. Vous devez être très clair sur ce que vous êtes et très clair sur ce que vous n'êtes pas. Mm. Un hypnothérapeute, lorsqu'il reçoit quelqu'un et qu'il a un doute sur l'état de santé de la personne, il ne peut pas faire un diagnostic, il n'a pas fait les études pour, il n'est pas qualifié. Par contre, il peut très bien demander à la personne d'aller voir son médecin généraliste, son médecin attitré, puisqu'en France, ça fonctionne comme ça. Et celui-ci, comme c'est un médecin généraliste, fera un premier bilan, un premier diagnostic, et puis lui aussi, il orientera selon la pathologie de la personne. Il n'est pas non plus spécialiste en tout. Bien sûr, le boulot, le job principal du médecin généraliste, que ce soit en ville ou à la campagne, c'est qu'il est là comme étant un coordinateur des soins. Donc, non seulement si vous voyez que vous avez un client ou d'un point de vue psy, vous avez l'impression qu'il y a un truc bizarre, ou le client il vient vous voir, il vous dit voilà, je prends tel traitement pour la douleur, j'aimerais bien l'arrêter. Est-ce que vous pensez que je peux diminuer mes doses comme ci, comme ça? Parce que vous aurez des patients qui vont vous tenter et qui vont vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Et alors, bien évidemment, même si vous savez qu'il ne faut pas le faire, des fois, vous serez tenté d'avoir envie de parler de médicaments parce que les gens vont vous tenter avec ça. Et bien, c'est là où il faut poser une limite ferme avec les gens, quitte à même demander parfois en disant allez voir votre médecin traitant, est-ce qu'il peut me faire un courrier, me passer un coup de fil, ou alors vous, faites-lui un coup de fil, un petit mail, ou passez un coup de téléphone à son cabinet, vous dites voilà, je vois monsieur Untel pour ça, et je ne voulais pas le faire sans votre approbation. Et non seulement ça vous permet de rester dans les clous, ça vous permet de ne pas prendre de risques, parce qu'il y a des gens que vous ne pouvez pas suivre si vous n'êtes pas médecin, notamment pour des pathologies psychiatriques, pour des douleurs chroniques où il ne faudrait surtout pas arrêter les traitements antidouleurs. Et en plus, le médecin, il va dire, l'hypnothérapeute, il est très pro. Et c'est ça qui est important. Parce que du En coup, fait, le médecin… ouais, c'est de travailler en confiance. Exactement. On est un acteur de mieux-être en tant qu'hypnothérapeute, Oui, on n'est pas médecin. Donc, aller demander le conseil et diriger la personne vers ce qui est important pour elle, bah, c'est le mieux. Moi, il m'arrive de traiter du poids. Je demande systématiquement à la personne si elle est suivie par son médecin. Si, parce que moi, je ne suis pas en capacité de savoir si lui prescrire des analyses, etc., s'il a un problème de thyroïde, un problème génétique, etc., etc. Je peux m'occuper de l'abcès, l'abcès, révélateur, de l'aspect, je veux dire, euh, de la psyché, oui. c'est-à-dire de sa relation à la nourriture, par exemple, de sa relation à la nourriture par rapport à des choses qu'elle vit, des angoisses, etc., etc. Mais en aucun cas, je ne peux m'occuper de ce qui concerne sa physiologie, son corps. Le SANO, c'est les médecins. Exactement. C'est leur job, c'est pas le mien. Exactement. Non seulement ça va être un avantage dans la prise en charge du patient, puisque plus la prise en charge est adaptée, bah, plus les résultats de manière générale sont à la sortie, mais non seulement en plus, de par tous les professionnels qui vont graviter autour de vous, si on prend l'exemple de la perte de poids, il y a les diététiciens, il y a les coachs sportifs, il y a les médecins, il y a les nutritionnistes, il y a les kinés, il y a tout un tas de professions qui gravitent autour de cette problématique-là. Et si vous arrivez à poser vos limites et non seulement à coopérer avec les autres professionnels du soin que vous avez autour de vous, que ce soit des médicaux, des paramédicaux ou rien du tout, ça va non seulement donner plus de chances aux patients, mais en plus, ça va permettre que dans le futur, des collaborations de ce type-là puissent se multiplier. Et c'est ça le but du jeu. Oui, parce que finalement, on se rend bien compte que c'est une équipe qui s'occupe d'une personne. Souvent, je vais prendre mon cas, il n'y a pas longtemps, j'ai subi une grosse opération au cœur. Eh bien, j'ai été étonné du nombre de médecins, chacun spécialisé, un dans le rythme cardiaque, l'autre dans la pose d'un pacemaker, l'autre chirurgien qui lui est là pour ouvrir, un autre pour faire de l'investigation cardiaque, un autre pour faire de la radio, un autre pour poser si. Et en fait, chacun, tout le monde est médecin. J'ai aussi rencontré des infirmières et des médecins qui pratiquaient l'hypnose. Et chacun me disait, ben, on a une spécialité et pour avoir toutes les chances, ben, c'est important d'avoir le maximum d'outils et de personnes qui savent se servir des outils pour pouvoir accompagner un patient. Et nous, on accompagne un client dans du mieux-être.
Tout à fait. Et même, je vois une question de Château Faye là, qui pose: «Quand on prend des migraineux, par exemple, et que les médicaments n'agissent pas, l'hypno est le bienvenu sans voir le médecin?» Bien sûr que non. À partir du moment où c'est le médecin qui met en place une médication, qu'elle marche ou qu'elle marche pas, ça, c'est pas de votre ressort. D'ailleurs, il faudrait même pas que l'hypnothérapeute pose la question: «Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas?» Parce que c'est du ressort de la médecine. Et à partir du moment où vous allez discuter de traitement, les patients clients, ils peuvent être fourbes et ils peuvent très bien aller voir leur médecin et dire: «Bah, hypnothérapeute, il m'a dit que si ça marchait pas, fallait essayer autre chose». Ah, il y aura toujours un coupable, un responsable. Et Exactement, pour l'hypnothérapeute, tu seras le premier en première ligne. exactement, exactement. Il faut pas oublier que la médecine, de manière générale, elle est construite sur un mode, pour employer un terme de spirale de Grève qui a été vu dans une conférence précédente, c'est un mode bleu. On est éduqué dans un mode bleu et on apprend notre enseignement dans un mode bleu. Alors, vous allez avoir des toubibs qui vont vers le vert, qui vont vers le orange, en fonction de les révolutions, mais toujours est-il qu'on étudie et on apprend l'anatomie, la physiologie, les médications, et cetera, dans un mode bleu. Donc, ce que va avoir horreur le médecin, c'est que vous enfreigniez la règle, parce que Et la règle puis, est importante. la règle est là pour, n'oublions pas, protéger la personne. Oui, Donc, c'est au choix de la personne. C'est pour ça que, en étudiant avec des juristes, alors j'ai ma casquette de président de syndicat d'hypnose, effectivement, si la responsabilité du client est de se soigner à sa manière, elle lui appartient totalement. Par contre, il n'est en aucun cas possible qu'il vous renvoie la responsabilité. oui, Donc, en tant que hypnothérapeute, par exemple, je n'ai pas les prérogatives pour demander si une personne suit un traitement. oui, Par contre, j'ai les prérogatives de faire signer un papier comme quoi la personne est au courant de ce qu'elle prend comme médicament et qu'elle doit le voir avec son médecin qui la traite pour cette pathologie. exactement. Donc, si elle décide, elle, d'arrêter, en son âme et conscience, c'est son droit. Personne n'oblige personne à prendre un traitement. Ou alors, c'est son médecin qui lui prescrit et lui change ce qui a changé. Mais en Voilà. aucun cas, ça ne fait partie de vos attributions. Exactement. C'est même pas, je vois Sophie Morel qui met: «La médecine est très cloisonnée». C'est même pas forcément une question de cloisonnement, du fait que les médecins veulent bosser qu'avec des médecins, les kinés qu'avec des kinés, et cetera. Mais c'est simplement qu'il y a comme des règles de bienséance, si vous voulez. Et en médecine, ben voilà, quand on est à l'hôpital, un professeur, on l'appelle professeur. On l'appelle pas docteur, il aime bien qu'on l'appelle professeur. Et c'est ça pour tout un tas de choses, en fin de compte. Et c'est ce côté bleu-là qu'il faut veiller à respecter le plus possible, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez déjà vu des courriers de médecins, ça commence par cher confrère, ça finit par bien amicalement à toi si c'est un ami, ou ça finit toujours avec beaucoup de formules de politesse. Dans les règles de déontologie médicale, on n'a pas le droit de critiquer un confrère. C'est tout un tas de choses, si vous voulez, qui rentrent dans le système bleu. Et le principe d'un système bleu, c'est que si vous n'en faites pas partie, si vous ne rentrez pas dans le système, vous êtes d'ores et déjà un résistant ou un ennemi. Ben, Benoît Hypno nous le dit, hein, on voit que c'est des choses qui sont vécues et je le rassure, moi aussi je l'ai dit. J'ai des clients qui veulent arrêter leur traitement, ils me demandent conseil, réponse, je ne suis pas médecin, voyez avec votre médecin. Et dans les années à venir, on ira beaucoup plus loin parce que c'est important que l'hypnothérapeute soit aussi, se sente protégé dans ce qu'il fait. Ça sera de se faire signer des décharges de responsabilité. Et là, on est dans le plan légal, hein. C'est comme ça que ça fonctionne parce que tant que tout fonctionne bien, c'est parfait. Quand il y a des petites problématiques, on se retrouve devant de la médiation ou devant une plainte. Donc, effectivement, le mieux, c'est effectivement aussi de cloisonner ce qui est de mon ressort en tant qu'hypnothérapeute, ce qui est du ressort du médecin en tant que médecin. Exactement, exactement. De toute façon, personne ne peut prendre en charge la totalité, du soin d'un malade, d'un patient. Je dis souvent patient parce que si je dis client à l'hôpital, c'est mal vu, même si normalement, en tant qu'hypno, on n'a pas le droit de dire patient. C'est que vous pouvez pas avoir un médecin qui va vous poser la prothèse, qui va faire les suites post-op, qui va faire la rééducation kiné, l'infirmière qui va venir faire les pansements à demi-salle. Ça peut pas être un seul professionnel. Et d'ailleurs, si vous interrogez des médecins généralistes, la plupart vont vous dire: «De toute façon, il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais je peux pas le faire parce que si je prends 4 heures par jour pour faire des hypnoses, bah, du coup, les malades que je devais voir pour faire tout ce qui est plus médical, renouvellement d'ordonnance, et cetera, bah, je peux pas le faire». Donc, dans tous les cas, la place de l'hypnothérapeute a toute son importance et toute sa valeur, dans tous les cas. Est-ce que moi je suis orienté futur. J'aime bien le côté futur. Et ce que je remarque, j'ai dans ma carrière et
dans les gens que j'ai rencontrés, dans les médecins que j'ai rencontrés, j'ai beaucoup plus rencontré de personnes ouvertes à l'hypnose Oui, que de médecins qui m'ont dit ah non, l'hypnose, je ne veux pas en entendre parler. Dans les milieux hospitaliers que j'ai pu fréquenter pour moi-même, dans les médecins et amis que je fréquente, même si eux ne pratiquent pas, ils sont ouverts et envoient à des hypnothérapeutes dans pas mal de cas pour effectivement faire un accompagnement. Quelque chose que eux ne prennent pas en charge et estiment que ça ne met pas en péril l'intégrité de la personne et sont très ouverts là-dessus. Je pense que, pour ma part, et ça ne regarde que moi, qu'il y a beaucoup plus de médecins ouverts sur l'hypnose que de médecins fermés à l'hypnose. tout à fait. Et c'est quelque chose qui est en train de changer de manière complètement ascendante, puisque déjà, depuis la loi du droit des patients, il se trouve que le médecin n'est plus dans sa position haute où il était avant, puisque c'est le patient qui choisit et qui prend en ayant connaissance des différentes informations qui constituent sa santé, les décisions pour la prise en charge de sa santé. Donc, c'est quelque chose qui est complètement en train de changer. On voit même maintenant dans tous les programmes de première année de médecine des cours d'éthique, de déontologie, de relations médecin-malade. Comment est-ce qu'on doit parler à un patient? Quels sont les différents types de questions ouvertes qu'on doit poser au patient pour ne pas le cloisonner dans sa pathologie ou dans son problème, mais au contraire ouvrir sur des prises en charge qui peuvent être chirurgicales, qui peuvent être médicales, qui peuvent être rééducatives. Donc on voit que tout est en train de changer petit à petit. Peut-être pas assez rapidement pour certains, j'en sais rien, mais toujours est-il que la nouvelle génération de médecins qui va arriver d'ici quelques années, qui est déjà là, et je le vois moi en stage avec les internes que je côtoie, ils sont beaucoup plus ouverts sur tout ça qu'avant, et ils sont notamment beaucoup plus ouverts sur le côté relationnel psyché. Mais j'ai pu constater par rapport à il y a 25 ans en arrière que la façon de parler, et j'ai eu la chance de croiser des infirmières qui étaient formées en hypnose, rien que dans le langage, la façon d'utiliser les mots et la relation, le rapport thérapeutique qui était installé, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Bien sûr, Donc, effectivement, bah, la médecine, c'est important. C'est quelque chose qui est fabuleux. Moi, j'emporte les preuves et je suis très content que la médecine se soit occupée de moi. En même temps, j'ai pratiqué de l'auto-hypnose pour mon propre bien-être et je l'encourage à pouvoir le faire. Mais effectivement, le débat d'opposer médecin hypnothérapeute, pour moi, est stérile, non bien sûr, constructif. bien sûr. Et je préfère discuter avec des personnes. Mon médecin traitant fait de l'hypnose. Mon médecin attribué fait de l'hypnose. Et Bien elle me sûr. dit, je fais de plus en plus d'hypnose et de moins en moins de médical. Donc Exactement. ça prouve bien que, et c'est une ancienne génération, Oui. elle a 50 ans. Donc ça prouve bien qu'elle aussi a envie d'ouvrir. Et elle me dit, c'est une autre façon d'aborder les choses. On n'est plus sur la psyché, on n'est plus sur la connaissance des personnes. Donc, ouvrons les portes. C'est aussi une manière de pratiquer de manière un petit peu plus générale. Vous allez avoir des praticiens qui vont pratiquer uniquement sur les recommandations, que ce soit les recommandations de l'Académie de médecine, de la Haute Autorité de santé, peu importe. Et vous allez avoir de plus en plus des médecins, et notamment les jeunes, qui vont axer leur pratique sur l'expérience. Et d'ailleurs, vous demandez à un médecin qui va vous dire: moi, je ne prescris pas d'hypnose, j'envoie pas des hypnothérapeutes, j'en fais pas parce que j'y crois pas. Vous lui demandez: est-ce que vous avez déjà fait en tant que patient une séance d'hypnose où vous avez déjà été thérapeute et essayé l'hypnose sur quelqu'un? Ah ben non, jamais. Ah donc, du coup, en fait, vous ne savez pas. Vous savez ce qu'on vous a dit, mais vous ne savez pas réellement. Et c'est ça avec toutes les pratiques, en fin de compte. Ça, on Mais pourrait… ça me rappelle le bouquin de Gary Gregg sur le FT, où en fait, il décrit, c'est un scientifique, c'est un scientifique cartésien, et il dit, c'est marrant parce que avant même que j'ouvre la bouche, on me critiquait, alors que les personnes n'avaient absolument pas expérimenté, ne savaient pas de quoi je parlais. Exactement. Donc, c'est là aussi, vivons l'expérience. Bien Vivons sûr. l'expérience. Alors, ça en revient effectivement au fait que comment on peut prouver l'hypnose? On en parlait, on en a parlé souvent, et c'est Oui. vrai que l'hypnose a un côté subjectif. Tout à fait. En fait, l'hypnose, il y a plusieurs textes. Le premier point qu'on peut étudier, c'est l'article INSERM que Florent va pouvoir vous mettre en description. Je l'ai sous les yeux. C'est un article qui a été donc fait par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, hein, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Vous allez pouvoir le télécharger. Et c'est donc une revue de la littérature sur tout ce qui a été fait en hypnose.
d'un point de vue certifié, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'une étude qui vient d'un magazine type Femme Actuelle ou autre. C'est vraiment des études médicales faites dans des normes médicales très précises qui ont été validées ou pas validées en fonction des résultats. De manière générale, l'hypnoanalgésie, donc l'hypnose pour la prise en charge de la douleur, c'est quelque chose de communément admis. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous ont fait ou vont faire dans le futur un DU d'hypnose, la majorité des choses qu'on voit dans un DU d'hypnose, c'est de l'hypnose pour la douleur. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a la plus grande demande, en fin de compte, que ce soit à l'hôpital ou en libéral. L'hypnosédation est très à la mode aussi. Beaucoup d'anesthésistes s'y mettent maintenant, beaucoup de dentistes aussi. Je sais qu'il y a même des DU qui sont réservés aux dentistes. Et on voit dans ce texte, si vous le feuilletez un petit peu, vous verrez, c'est assez intéressant que les indications, en fait, si on fait une revue de tous les bouquins qui sont sortis, elles sont très variées. Il y en a qui vont faire de l'hypnose pour de l'asthme, il y en a qui vont faire de l'hypnose pour des caries, il y en a qui vont faire de l'hypnose pour les troubles de l'érection, il y en a qui vont faire de l'hypnose pour les troubles du comportement alimentaire. Il y a énormément d'indications qui sont différentes. Et en fait, on se rend compte que la seule qui a été validée par la haute autorité de santé, donc théoriquement la seule que toute personne, médecin ou non, devrait pouvoir faire de manière officielle et certifiée, c'est, je vous le lis texto, la douleur ambulatoire aiguë pour les enfants de 1 mois à 15 ans, en complément des antalgiques. Alors, personnellement, je n'ai jamais vu une hypnose sur un bébé de 1 mois, mais après, je suis ouvert à ça. Mais ça veut dire que ce soit un médecin ou un non-médecin, encore plus un médecin, parce qu'il est normalement tenu de ne faire que des choses qui sont validées scientifiquement. Un médecin qui vous fait une hypnose pour la douleur si vous avez plus de 15 ans, ben en fait, c'est à la fois non déontologique et en plus, théoriquement, il n'aurait pas le droit de le faire. Donc, effectivement, et puis alors ce qui est intéressant dans ce rapport de l'INSERM, à la fin du rapport, je vous invite à le lire en entier, euh, toute cette enquête, en fait, est complexe parce qu'on ne peut pas valider, on n'a pas les moyens spécifiques de pouvoir valider. Est-ce que Exactement. tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment on valide en fait une étude au niveau médical? Parce que c'est intéressant de voir comment c'est fait. Alors, on se base sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Et c'est-à-dire qu'en fonction de ce classement-là, on a des grades de recommandation. On a grade A, grade B, grade C, etc., etc. On a des études de classe 1, de classe 2. Et en fonction de tout ça, il y a des choses où il y a certitude médicale, certitude scientifique même. Il y a des choses où on a forte présomption scientifique. Et il y a des choses où on n'a pas de preuve à l'appui. Et en fait, il se trouve que l'hypnose, dans son fonctionnement, dans ce qu'est l'hypnose, en fin de compte, elle est inévaluable. Pourquoi elle est inévaluable? Parce que la manière de certifier une forte présomption scientifique, c'est de faire ce qu'on appelle une étude en double aveugle. C'est-à-dire que ni le patient ou le client, ni le médecin ne sait quel traitement va être donné dans le bras A contre le bras B, ce qui est complètement impossible avec l'hypnose. Donc, c'est la première raison pour laquelle l'hypnose, dans cette classification qui est la classification qu'on a en France, ne peut pas être évaluée. Deuxième biais qui vient faire que malheureusement, on n'a pas encore de certification au niveau de l'hypnose, disons de nomenclature précise, c'est que l'hypnose, il faut le dire, ça coûte pas cher. Et ça rapporte beaucoup moins que certains médicaments. Donc forcément, c'est comme pour des maladies orphelines. Une maladie orpheline où il y a un cas sur 10 millions, les mecs dans les laboratoires, ils vont dire, ouais, mais on va vendre un traitement pour 10 millions de personnes. On est X millions de personnes en France, ça veut dire qu'on ne va pas vendre beaucoup de traitements. Donc ça va nous coûter tant, ça va nous rapporter tant. Donc d'un point de vue économique, ce ne serait pas forcément intéressant, en tout cas pour tout le monde. Ok, donc ça nous explique un petit peu comment évaluer l'hypnose. Il y a peut-être, alors ça je ne sais pas, j'ai pas la réponse, mais vu qu'on est dans la projection future, se dire comment on pourrait évaluer le suivi en hypnose. On sait que les Américains le font, hein, puisqu'ils ont fait une grosse étude sur les accompagnements en hypnose, où ils ont remarqué que sur l'ensemble de population, il y avait des résultats beaucoup plus rapides en hypnose que sans hypnose. Exactement. Mais effectivement, cette classification telle que tu nous l'as expliqué ne nous permet pas d'avoir quelque chose de très cartésien comme on aimerait l'avoir Oui, et de comme très on aime carré. l'avoir. Voilà. De très OK. carré. Alors, il y a un autre point qu'on peut aborder, un autre papier, c'est pour les gens qui sont très axés sur le quoi, qui vont aimer ça. Florent va pouvoir vous le mettre également. C'est le rapport de l'Académie de médecine qu'on a eu en 2013. Donc, ça fait déjà un petit moment. Il y a eu des choses qui se sont ajoutées par-dessus tout ça. On a eu une énorme étude qui a opposé plein de thérapies complémentaires, comme on le dit.
Alors, certains disent qu'on ne doit pas parler de thérapie, pourtant là, c'est de l'Académie de médecine qui le fait, donc a priori, c'est qu'on doit pouvoir le faire. Et donc, ça a opposé de l'acupuncture, de l'hypnose, de l'ostéopathie, du tai chi. Vous le lirez, c'est très intéressant. Globalement, on se rend compte de quoi? On se rend compte que si on va sur PubMed, donc c'est un site où on a toutes les publications médicales, on a à peu près 250 papiers qui sont sortis sur l'hypnose. Il y en a eu 60 qui sont ce qu'on appelle des essais contrôlés, c'est-à-dire qui peuvent amener à une forte présomption scientifique, moyenne présomption scientifique. Donc, c'est quelque chose qui vaut le coup quand même, quoi. Globalement, ce qui a fait le biais dans toutes ces études, c'est que la méthodologie était souvent médiocre, mais on arrive à en tirer quand même des choses. Vous verrez, vous lirez le document, on a pas mal de choses qui sont assez intéressantes en fin de compte, puisque l'hypnose n'a pas montré d'efficacité, par exemple, dans la dépression. Par contre, l'American College of Gastroentérologie, donc c'est quand même un des plus grands journaux, un des plus grands instituts, on va dire, dans le monde de la médecine, a dit que l'hypnose avait un effet biologique dans la colite ulcéreuse en phase active. Ça veut dire que l'hypnose est capable de modifier des marqueurs inflammatoires, par exemple. Donc, vous vous rendez compte un peu de l'absurdité. L'hypnose ne peut pas vous aider à arrêter de fumer, mais ça peut modifier votre taux de tel anticorps anti-inflammatoire, de telles cellules, etc. Donc, en fait, c'est le chat qui se mord la queue. Tout simplement, c'est le chat qui se mord la queue. On a plein de choses comme ça. On a montré que ça marchait pour les chimiothérapies, donc notamment après les chimios ou après les radiothérapies. Mais par contre, ça ne marche pas sur les brûlures. Mais la radiothérapie, ça provoque des brûlures. Donc, en fait, c'est là tout le biais de toutes ces études médicales, c'est que de manière générale, l'hypnose ne peut pas être étudiée comme ça. Donc, il faudrait un autre système de classification. Du coup, il y a aussi un sujet qui a été abordé, parce que c'est des questions qu'on se pose souvent. Finalement, l'hypnose, comment ça marche? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ben, on a des études qui, et grâce effectivement au progrès scientifique de mesure, on sait que le cerveau réagit à Effectivement. un état hypnotique. On a des images. Mais et on a des images, mais je voulais faire juste une petite parenthèse. Je m'intéressais à une émission dernièrement sur les plantes. Et vous savez, les plantes, pendant très très longtemps, on avait une étude scientifique qui disait que les plantes poussaient droit, tout simplement, elles s'orientaient par rapport à la lumière. Oui. Jusqu'au jour où on a fait une étude sur une pièce qui était éclairée de tous les côtés et que la plante continuait à pousser droit. Elle ne suivait pas une lumière plus qu'une autre. Puis là, on s'est rendu compte que en fait, c'était les grains d'amidon à l'intérieur de la plante qui agissaient comme un sablier et un niveau et qui faisaient repérer à la plante son système d'apesanteur. Et donc, elle poussait droit par rapport à contrer l'apesanteur. Et donc, c'était plus la lumière. Et puis, on s'est rendu compte que quand on supprimait cette forme d'amidon en mettant la plante en apesanteur, elle continuait à pousser droit. Et que là, il y avait peut-être un sixième sens qui nous permettait, et qui permettait à cette plante, sans la lumière, sans les grains d'amidon, mais de pouvoir avoir un sens et une perception par rapport à ça. Eh bien, en hypnose, on peut se dire aussi qu'on n'est qu'au début, et pour ma part, qu'au début scientifique de savoir comment ça marche. Exactement. Tu avais, je crois, un super panneau et tu peux nous en parler on va reparler de la douleur, comment ça fonctionne et de voir par l'IRM qu'on a des preuves scientifiques que ça fonctionne. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que peut-être que vous avez déjà rencontré, en tout cas moi j'en ai déjà rencontré, que ce soit des médecins ou des non-médecins, des personnels médicaux, paramédicaux, encore une fois, peu importe, qui vont vous dire l'hypnose ça ne marche pas. Eh bien en fait souvent c'est des gens qui ne connaissent pas leur sujet parce que factuellement l'hypnose existe, ça a été mesuré, c'est même plus un débat aujourd'hui d'ailleurs. On peut le voir sur les images que vous avez à l'écran sur des aspects d'IRM fonctionnels où on voit qu'une douleur donc qui est provoquée et une douleur qui est induite par des suggestions verbales hypnotiques, on voit qu'au niveau des activations des aires cérébrales, ce que vous voyez en couleur, c'est là où l'intensité, on va dire, de signal est plus importante, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe. L'IRM ne ment pas. Donc c'est quelque chose qui va être de plus en plus recherché, qui va fonctionner de plus en plus. Il y a de plus en plus d'études qui vont sortir là-dessus. Et je pense qu'on est qu'à l'aube de quelque chose de beaucoup plus important. Déjà, rien qu'au niveau des mentalités, ça va être ça le plus important, ça va être le plus grand blocage. Dans toutes les révolutions, vous avez toujours, là, une révolution, ça commence toujours par une phase de peur. Quand, dans les années 2000, on a commencé à séquencer le génome, tout le monde a dit c'est n'importe quoi, vous vous rendez compte, l'humain n'a pas à faire ça. Et au final, aujourd'hui, on arrive à traiter des maladies génétiques qui sont extraordinairement terribles grâce à ce séquençage du génome.
Et fut un temps où il y a plein de médecins qui disaient il faut surtout pas faire ça euh, pour des raisons religieuses, éthiques, philosophiques, peu importe. Mais toujours est-il que dans toute révolution et dans toute évolution, même de manière générale, ça commence toujours par une phase de peur et de doute. Euh, Ce qui serait intéressant, parce que je crois que tu as préparé un truc, parce qu'on est, c'est vrai qu'aujourd'hui, on subit le Covid. Hein. Alors, on est en sortie de ce confinement, mais le Covid est toujours là. Et tu voulais nous en parler. J'aimerais bien que tu nous dises quelques mots, puis peut-être nous proposer un petit exercice, un petit protocole à faire là Ouais. maintenant. Alors, donc le Covid, vous l'avez tous vu dans les actualités, il y a des symptômes multiples et variés, il y a de la fièvre, il y a de la toux, il y a plein de choses qui se mettent en place. De manière générale, si jamais vous êtes amené à avoir des clients qui ont été touchés par le Covid, il y a beaucoup de cas où c'est la récupération qui est souvent difficile. Moi, je suis en stage de SSR gériatrique en ce moment au CHU de Dijon, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de patients qui ont du mal à récupérer. Et même des jeunes, vous verrez, qui ont perdu par exemple l'odorat ou le goût, ils mettent beaucoup de temps, parfois même un mois, pour récupérer toutes les sensations. Alors, un protocole qu'on apprend d'ailleurs chez Synapse, il me semble que c'est dans le module douleur, qui s'appelle protocole flash de résorption des hématomes. En fait, ce protocole-là, si vous faites un petit peu de bibliographie dans les bouquins qui sont sortis sur l'hypnose pour la douleur, etc., vous verrez que c'est vraiment le bazooka, c'est le bazooka du traitement de la douleur en hypnose et du traitement, on va dire, symptomatique. Vous avez plein de médecins qui ont écrit des bouquins qui servaient énormément de ce protocole. C'est un protocole qui est très, très adaptable puisque le principe, donc ce qui fait que ça marche dans ce protocole, c'est ce qu'on appelle la distorsion temporelle. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le cerveau humain, il avait une horloge interne qui tournait en permanence et qui nous permettait d'alterner veille-sommeil. Donc la journée, la plupart du temps, vous êtes réveillé, la nuit, la plupart du temps, vous dormez. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que cette horloge, en fonction des signaux extérieurs qu'on va avoir, donc ça peut être l'absence de lumière pour des tests qui ont été faits où les gens vivent dans une grotte pendant plusieurs semaines, ou un autre stimulus quelconque, on arrive à modifier cette horloge biologique. Et si on arrive à modifier cette horloge biologique qui rythme également la sécrétion d'hormones et de différentes molécules, différentes protagonistes, qui peuvent être notamment anti-inflammatoires et cicatricielles, eh bien, on arrive à faire des choses absolument extraordinaires. Donc, le protocole flash de résorption des hématomes, qui peut être d'ailleurs pour n'importe quoi, pour une réaction allergique, etc., vous faites votre induction. Induction standard, induction par fixation de points, par lévitation, par catalepsie, ce que vous voulez. Un approfondissement, encore une fois, si c'est nécessaire. Et ensuite, vous avez plusieurs paramètres que vous allez devoir mettre en place. Le premier paramètre que vous allez devoir mettre en place, c'est focaliser l'attention de votre sujet sur la cause que vous voulez traiter. Si c'est un hématome, par exemple, le focaliser sur les différents hématomes et amener la personne à se souvenir des différentes étapes qui permettent de passer d'un hématome à une peau qui a retrouvé sa couleur, sa consistance normale. Donc, jouez bien sur les canaux sensoriels. Ça peut être du visuel, ça peut être de l'auditif, ça peut être du kinesthésique, en fonction de si vous avez identifié est-ce que votre client il est plutôt auditif, il est plutôt visuel, il est plutôt kinesthésique. Et en fonction de ça, une fois que vous avez réussi à le focaliser sur cet élément, ça peut être le focaliser sur l'évolution d'une cicatrice, ça peut être le focaliser sur la restauration du goût, la restauration de l'odorat, la restauration des capacités pulmonaires, de la respiration normale. Alors, à ce moment-là, vous allez créer ce qu'on appelle une distorsion temporelle. C'est-à-dire que vous allez demander à l'inconscient de votre sujet d'accélérer l'horloge interne de son cerveau. Et vous verrez, des fois, vous pouvez avoir des réactions très bizarres. Moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir des gens qui se mettent à bouger beaucoup plus, des gens qui se mettent à avoir des rapid eyes movements beaucoup plus importants. Et en fonction de ça, vous calibrez et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et ce protocole-là, pour des hématomes, par exemple, vous le faites une fois dès que le patient vient vous voir, le client vient vous voir. Vous le faites à une semaine, vous le faites à 2 semaines et vous verrez que vous pouvez gagner 50% en plus. Attention, vous ne guérissez pas le client, ce n'est pas du tout l'objet, mais vous lui permettez d'aller mieux et d'aller plus vite. Et c'est ça qui est super intéressant dans ce protocole. C'est pas de guérir ou de provoquer une réaction particulière, mais c'est d'accélérer. Et c'est là tout le principe de la distorsion temporelle sur tout ça. Donc, je rappelle les étapes brièvement. Vous faites votre induction, votre approfondissement si besoin. L'induction, l'approfondissement, bien évidemment, improvisez. Adaptez-vous à votre patient. Ne faites pas toujours la même induction et le même approfondissement. Soyez créatif.
puisque bien évidemment, les protocoles, on enseigne plein de protocoles chez Synapse, ce sont des bases, c'est des gaines, on va dire, des tuteurs pour vous aider ensuite à devenir complètement libre dans votre pratique. Et c'est les principes qu'il va falloir réutiliser en fonction de la problématique que vous avez. Donc l'induction, l'approfondissement, le ciblage de la cible. Ciblage de la cible, c'est un petit peu bizarre. Enfin bref, ciblage des hématomes si c'est pour des hématomes, ciblage des poumons si c'est pour les poumons. Rappeler les étapes naturelles de l'évolution du processus. Donc pour un hématome, les différentes couleurs, les différentes formes. Pour les poumons, d'abord vous toussez, ensuite vous ne toussez plus, ensuite vous récupérez une respiration normale, ensuite vous vous sentez plus libéré, etc., etc., etc. Soyez original dans vos formulations. Bien évidemment, il faut que ce soit quelque chose de logique. Si le client que vous avez en face de vous est complètement contraire à tout ça, prêtez attention à calibrer et à rectifier au besoin. Créez votre distorsion temporelle. Associer la distorsion à la résorption ou à l'association du symptôme. Et plus le temps va avancer, et il va avancer de plus en plus vite, et plus ces hématomes vont disparaître, passer par ces phases de telle couleur, puis jaune, puis bleu, puis noir, etc., etc. Et d'ailleurs, plus je vais parler, et plus le temps va accélérer. Et plus le temps va accélérer, et plus je vais continuer à parler. Vous allez écouter, ne pas écouter, cela n'a pas d'importance. Donc, vous continuez à saturer votre patient, continuez à l'amener dans ce protocole. Vous lui dites de bien visualiser, de sentir, peut-être même d'entendre, jouer sur le canal qui chez lui marche le mieux, votre suggestion post-hypnotique, très classique, et ensuite votre sortie de transe. Ça peut être intéressant dans ce type de protocole de faire une amnésie. Soit vous mettez des parenthèses, soit vous faites une suggestion amnésique à la fin, peu importe. Mais c'est intéressant parce que si vous êtes sur des gens qui sont cartésiens, des gens qui cogitent et des gens qui sont mismatch, pour ceux qui ont fait la PNL, vous savez ce que ça veut dire mismatch, c'est-à-dire des gens qui répondent par la négative, vous leur dites quelque chose, ils vont commencer tout le temps leur phrase par non. C'est des gens, vous débattez avec eux en soirée, ils vont dire non, mais c'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu ça, non, mais je suis pas d'accord, mais je suis un petit peu d'accord. Si jamais vous êtes des gens qui sont avec mismatch, dans ce type de protocole, ils vont avoir tendance à le casser un petit peu à cause de leur esprit cartésien. Donc, pour l'empêcher d'avoir trop accès et que, disons, que leur conscient puisse aller trop trifouiller ce qui s'est passé dans l'inconscient, n'hésitez pas à mettre des parenthèses, à mettre une suggestion d'amnésie. Ça ne peut pas faire de mal. Globalement, c'est ça les différentes étapes de ce protocole. Pour les vergetures, exactement, ça marche très bien. Ouais, tout ce qui est récupération marche très très bien. Euh, et tu as dit une chose importante sur laquelle j'aimerais revenir, c'est une collaboration. Oui. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec la médecine, parce que un patient, s'il collabore pas, ou un médecin, s'il collabore pas avec son patient, ça fonctionne pas non plus. Exactement. Eh bien, dans l'hypnose, c'est la même chose. Et on est sur ce rapport thérapeutique. Oui. Quel que soit le protocole que vous pouvez utiliser, quelles que soient les techniques et les leviers que vous pouvez utiliser, si vous êtes dans le rapport, ça fonctionne beaucoup Exactement. mieux. Exactement. La synchronisation, de manière générale, que ce soit dans tout type de soins et encore plus dans l'hypnose, c'est quelque chose d'absolument fondamental. La synchronisation, c'est quelque chose qu'on parle en hypnose, mais c'est quelque chose qui, d'un point de vue scientifique, encore une fois, puisqu'on est un petit peu dans ce parallèle depuis le début entre la science, l'hypnose, la médecine, etc., c'est quelque chose qu'on appelle dans le milieu médical notamment, puisque moi je l'ai appris en première année de médecine, c'est pour vous dire, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est quoi? Comment ça a été découvert? On a fait des imageries cérébrales de deux singes, un qui est en train d'éplucher une banane pour la manger et un qui regarde son copain en train d'éplucher la banane. Eh bien, on s'est aperçu que d'un point de vue activation cérébrale, il y avait exactement la même activation dans le cerveau du singe qui mange la banane et dans celui qui regarde son compagnon manger la banane. Et ça, c'est à la base de quoi? Quelque chose que vous connaissez tous, de l'empathie. Et en fait, l'intérêt de ce neurone miroir, c'est qu'au-delà de l'empathie, vous allez même pouvoir aller dans la sympathie. C'est le niveau encore plus avancé. Vous avez des personnes, en ce moment, c'est très à la mode, des personnalités HP, par exemple, qu'on appelle haut potentiel. Eh bien, en fait, ce seraient des gens qui auraient une capacité importante de manière génétique à activer ces neurones miroirs. Vous les repérez facilement, c'est des gens, quand ils voient quelqu'un qui pleure, ils se mettent à pleurer. Quand ils voient quelqu'un en colère, ils se mettent à s'énerver. C'est exactement comme ça que fonctionnent ces neurones miroirs. Et c'est à la base de la synchronisation. Mais ça voudrait dire, et cela n'est pas prouvé, mais si on réfléchit un petit peu plus loin, ça pourrait vouloir dire que vous seriez capable de ressentir ce que votre patient ressent. Imaginez si vous étiez capable, à la manière d'un ordinateur, d'infiltrer ce programme informatique afin de décoder, de déchiffrer et même d'aider au maximum, d'accompagner au maximum la résolution d'un problème. C'est un petit peu comme si vous êtes un mathématicien qui est capable d'infiltrer une équation mathématique.
Alors, je signale, c'est juste pour le plaisir, mon ami Jean-Charles. Non, quand je serai au restaurant, je ne ferai pas juste mes neurones miroirs, je mangerai aussi. Voilà. Parce que de toute façon, même si je regarde, je vais grossir. Il y a des gens comme ça, hein. Tu viens de le dire, hein. Il suffit qu'ils regardent pour qu'ils ressentent. Ben, moi, je ressens les effets de la pizza rien qu'en la voyant. C'est terrible. Exactement. Là, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est vraiment quelque chose de puissant et c'est quelque chose auquel on est de plus en plus sensibilisé. Je vous le dis, moi, je l'ai appris en première année de médecine, c'est pas pour rien qu'on a des cours là-dessus. C'est pour sensibiliser de plus en plus à ce que les patients ressentent. Alors évidemment, le médecin généraliste dans sa pratique, lui, c'est un technicien. Il est là pour proposer un soin de manière ponctuelle, pour coordonner un ensemble de soins et c'est là où l'hypnose a toute sa place et tout ce qui est dans ces fameuses thérapies alternatives ont toute leur place parce que le généraliste pourra jamais tout faire. Il pourra jamais tout faire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tellement de pans de la médecine à connaître de par le fait qu'il est spécialiste en médecine générale, que si en plus il fallait qu'il soit psychologue, qu'il soit hypnothérapeute, qu'il soit ostéopathe, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, on s'en sortirait pas. On s'en sortirait pas. Euh, Effectivement, nous aussi, on peut être amené à avoir beaucoup de cas différents. Les histoires de vie que l'on peut rencontrer chez les personnes, bah, là aussi, on peut commencer déjà à remarquer qu'il y a certains collaborateurs, collègues qui ne sont pas spécialistes. Il y en a qui vont être spécialistes en thérapie de couple, il y en a qui sont spécialistes avec des enfants, il y en a qui sont pour les ados, d'autres pour la préparation mentale, etc., etc. Parce que là où j'aimerais venir, parce que on a passé les 2 tiers de l'émission là maintenant, c'est quoi l'hypnose? C'est un outil et on entend souvent dire hypnose médicale Oui, ou hypnose ericksonienne ou hypnose ou. Mais finalement, est-ce que c'est pas simplement un outil qu'on peut utiliser dans le cadre médical, dans des spécificités bien déterminées, qu'on peut utiliser en psychologie pour accompagner, qu'on peut utiliser en préparation mentale? tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Tim, sur l'hypnose, cette fameuse hypnose médicale? Moi, je cherche, j'ai pas encore trouvé ce qu'était l'hypnose médicale. Peut-être que toi, tu Alors, as plus de. au niveau de la définition de ce qu'est une hypnose médicale, ça veut rien dire en fait. Une hypnose médicale, si vous regardez que ce soit sur internet ou ce qui se passe un petit peu à l'hôpital, hypnose médicale, c'est un médecin qui fait de l'hypnose. Le premier DU, qui a été fait en France d'hypnose, c'était de l'hypnose ericksonienne. Donc, l'hypnose médicale, c'est juste de l'hypnose faite par un professionnel médical ou paramédical. L'avantage, c'est quoi? C'est que ça fait beau sur une carte de visite. Factuellement, ça apporte pas, en fin de compte, au niveau de la technique. On voit d'ailleurs que dans les différentes formations qu'on a en hypnose en France, même si les formations officielles, normalement, sont censées être des diplômes universitaires, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans des formations comme on propose chez Psynaps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de pratique. Et en fin de compte, le domaine médical est très peu axé sur la pratique. Il est encore très axé sur le savoir-faire, mais pas sur le savoir-être. Et quand on parle d'hypnose, et vous pouvez lire tous les bouquins de l'hypnose de la Terre, on parle beaucoup plus de savoir-être avec un patient que de savoir-faire une technique, comme un geste chirurgical. Ici, il s'agit d'avoir un savoir-être avec une précision chirurgicale. Ça, c'est le top. C'est-à-dire connaître différents outils, savoir les utiliser, être adaptable. Être Exact. adaptable. Ça, La capacité. c'est ce que tu as dit tout à l'heure quand tu présentais le protocole. C'est pas lire un protocole, c'est pas le nom d'un protocole finalement qui est important. C'est les outils et les leviers sur lesquels on va jouer pour que la personne puisse effectivement être le mieux accompagnée possible dans sa carte du monde, dans sa façon à elle de faire les choses. Exactement. Oui, Je on vois. parle d'empathie dans les études de médecine. Oui, ouais, tout à fait. On commence à parler d'empathie dans les études de médecine, hein. Bien sûr, dès la première année de médecine. On a même une matière, en tout cas à Dijon, et je sais que c'est comme ça dans pratiquement toutes les facs de France, où on a des dizaines d'heures de cours sur la relation médecin-patient. On a même des cours, je m'en souviens, et c'est particulier, de sociologie. C'est un truc, moi, quand j'ai raconté ça à des amis qui sont médecins beaucoup plus âgés, ils m'ont dit: «Mais nous, on n'avait pas ça du tout, pas du tout, du tout» et c'est pour ça que beaucoup de vieux médecins s'attachent à dire que les internes en médecine, peu importe les spécialités qui sortent aujourd'hui, ont un niveau qui est bien plus important que les médecins de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a de la génétique, on a de l'imagerie, on a l'étude du génome, on a de la relation médecin-patient, chose qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Et aujourd'hui, ça en fait non seulement une matière durant nos études, qui est pratiquement constante toutes les années,
Mais en plus, dans nos stages pratiques, on est évalué sur ça. On est évalué sur ça. Est-ce que ça voudrait dire que les médecins se dirigent vers quelque chose de plus systémique du coup? Bien sûr. En fait, Parce- le constat, il est simple. Il y a des études qui ont été faites par l'Institut national du cancer en France qui montrent qu'un patient sur deux qui va en radiothérapie va voir un magnétiseur. Les médecins, ils ne sont pas bêtes. Ils se sont dit, attends, il y a 50% des gens qui ont des séances de radiothérapie qui vont voir un magnétiseur. Et dans toutes les salles d'attente, et moi j'y suis passé en stage, vous voyez des cartes de magnétiseurs qui sont déposées comme ça à droite, à gauche. Donc ça prouve bien qu'ils ne sont pas bêtes. Le monde médical n'est pas bête du tout. Ils savent bien que même s'il n'y a pas de consensus là-dessus, qu'on ne sait pas comment ça marche, et on ne le saura peut-être pas demain ni après-demain, à partir du moment où il y a un bénéfice pour le malade, en fait, ça vaut le coup. Et vous pouvez interroger la majorité des médecins, demandez-lui, est-ce qu'il a fait des études de médecine et le métier de médecin pour la technique ou est-ce qu'il l'a fait pour l'humain? Et s'il l'a fait pour l'humain, si quelque chose ne marche pas, essayez n'importe quoi d'autre, ça aura toujours plus de chances de marcher. Tout ce qui marche est seulement ce qui marche. Et c'est une approche qui nous est donnée maintenant, qui nous est de manière inculquée, on va dire, de plus en plus dans nos études. Donc c'est bien que l'avenir de l'hypnose, en règle générale, n'est pas réservé, si on peut dire ça maintenant, qu'aux médecins ou aux spécialistes de la médecine. Il peut être aussi réservé aux psychothérapeutes, aux psychologues, aux psychopraticiens, aux hypnothérapeutes, aux Exactement. sportifs, même dans le Ex- spectacle, où il y a des spectacles de très haute qualité qui donnent la possibilité à des personnes d'écouter des concerts sous hypnose. Hein, donc de mélanger culture musicale avec hypnose, de faire aussi de l'improvisation théâtrale sous hypnose. C'est des expériences qui sont très intéressantes. Et l'apprentissage des langues. On n'a pas besoin d'être médecin pour faire de l'apprentissage de langue. Il y a des expériences et même des études qui se font sous hypnose pour aider à l'apprentissage des langues. Alors on est bien d'accord, on ne va pas dire que l'hypnose va vous faire apprendre l'anglais hop, en 3 séances chrono, mais va Oui, vous permettre d'être dans des meilleures conditions pour pouvoir être perméable à l'apprentissage d'une langue, par exemple. exactement. C'est pas de faire de l'hypnose mentale qui va vous faire gagner les Jeux Olympiques. Il faudrait quand même Exactement. s'entraîner. Exactement. Et oui, l'avenir de l'hypnose, on entend beaucoup de gens qui disent est-ce qu'un jour ça va pas être les médecins qui auront le droit de faire que de l'hypnose et tout ça? Ça arrivera pas demain la veille. La dernière discipline en date qui a eu ce petit conflit, ça a été l'ostéopathie. L'ostéopathie, vous avez des médecins qui vont essayer de se l'approprier, qui vont essayer de faire en sorte que tous les ostéopathes devraient être médecins, sauf que factuellement, il faut être scientifique. Scientifiquement, moi je regarde les ostéopathes les plus réputés dans le monde. Ils n'ont jamais fait médecine, ils n'ont jamais fait kiné, ils n'ont jamais fait d'études médicales. Et pourtant, ils vont accompagner des gens comme Sharapova, comme Rafael Nadal, comme des footballeurs de haut niveau, etc. Donc, c'est pas forcément utile. Ça peut l'être en plus, bien évidemment, d'avoir l'expérience clinique d'un point de vue médical, surtout si vous voulez accompagner des patients dans des douleurs compliquées, dans des syndromes algodystrophiques un petit peu bizarres ou dans des pathologies psychiatriques, hein, parce qu'il y a certains psychiatres qui pratiquent l'hypnose, de plus en plus d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont intéressés par ça. Mais globalement, ce qui va faire la différence, c'est le facteur temps. Si un jour vous passez dans un service de psychiatrie, vous verrez que les psychiatres en ce moment, ils sont très fans de l'EMDR. Nous, chez Synapse, on a la DNR qui est bien mieux d'ailleurs et qui est beaucoup plus performante. Si le psychiatre, il ne va pas vous dire je vais aller me former à la DNR chez Synapse. Il va vous dire j'aimerais bien qu'il y ait une infirmière qui aille le faire ou une aide-soignante. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas le temps. Donc, ça prouve bien que le médecin, il ne peut pas tout faire dans tous les cas. Ouais, Donc, et la puis, place de l'hypnose, c'est tu important. parlais de l'ostéo. D'ailleurs, je pense que tu es formé en ostéo. Hein, voilà, tout à fait. Mais moi, je vais parler des kinés parce que j'ai beaucoup de potes kinés parce que bon, j'ai pratiqué un peu de sport. Donc, obligatoirement, on va voir le kiné, sans des fois même passer par le médecin. Hein. Oui, Je faut suis pas allé le dire non. directement me faire manipuler, en plus manipuler par un kiné, ça peut être, Exact. voilà, mais ça fait vachement bien. Il me disait un peu plus de 10 ans, il n'avait pas avis médical. Il fallait Oui, savoir qu'un kiné était sous l'autorité totale d'un médecin, alors que aucun médecin n'avait remis ou rééduqué un genou ou une articulation. Maintenant, les kinés ont un avis médical en disant attention, là, on risque l'intégrité de notre patient. Donc, non, il y a des choses à faire, il faut revoir des radios, etc. etc. Moi, j'ai fait l'expérience, parce qu'un jour, il m'a dit non, je ne touche pas, il faut que tu ailles voir la radio, il faut que tu ailles effectivement avoir un avis médical en plus, parce que là, je peux pas agir là-dessus. Donc, bien sûr. effectivement, Ah, et il y en a beaucoup, et beaucoup de tu peux kinés pas. font ostéo.
Ah, chacun son métier. Moi, au cabinet, quand j'ai des couples qui viennent me voir avec des problèmes sexuels, par exemple, eh ben, j'ai une psychologue conjugale et familiale dans la maison médicale dans laquelle je travaille. Eh ben, je lui dis, écoutez, moi, je suis pas compétent pour vous accompagner sur ce sujet. Allez voir cette psychologue en question parce que elle a la compétence que moi, je n'ai pas. Et ça, non seulement ça vous permet une adhérence de la part du patient qui vous dit, ah ouais, il est vachement honnête. Pour un mec qui est pas médecin, il est vachement honnête et en plus, il envoie des gens à ses confrères, aux gens avec qui il travaille. Donc en fait, le bénéfice, il est pour vous, il est pour le patient, il est pour tout le monde. Donc ça a d'autant plus d'intérêt de connaître ses limites, de ne faire que ce qu'on sait faire et de le faire du mieux possible et ensuite, si jamais ça ne marche pas, essayez autre chose, tout simplement. Essayez autre Ouais. chose. Quelqu'un, on parlait par exemple de quelqu'un qui pouvait ne pas être bien dans sa peau, etc. Il peut très bien rencontrer quelqu'un qui lui dit de prendre des vacances. Il peut même avoir son patron qui lui dit, bah, tiens, prends 15 jours de vacances, ça va te Bah faire oui, du bien. Et finalement, est-ce que ce chef d'entreprise, ce patron, a fait un acte médical? bah non, Peut-être que s'il était allé voir son médecin, il lui aurait dit la même chose, exactement. sans avoir besoin de lui prescrire de médicaments ou quoi que ce soit. Lui dire, vous Exact. savez, vous êtes un petit peu à bout, ça serait pour rien de prendre l'air et prendre la distance par rapport à quelque chose. Donc finalement, oui, on a besoin de la polyvalence. Comme dit Chloé, la polyvalence, c'est important de nos jours. C'est important de bien se former. C'est Oui, important pour moi, il y a une règle, qu'est-ce qui empêche de faire quelque chose à un thérapeute, c'est les limites de ses compétences. Si tout à on n'a fait. pas les compétences techniques, ben, ça ne rentre pas dans notre métier. Si on n'a pas les compétences aussi, on parlait de savoir-être, mais je dirais les compétences d'empathie, des compétences effectivement du sujet sur lequel on va travailler. C'est-à-dire, est-ce que chez moi, ça ne renvoie pas quelque chose qui fait que je ne suis pas à l'aise? Et la Oui, personne le sentira si je ne suis pas à l'aise avec quelque chose. Moi, j'ai un très très bon ami qui est un excellent thérapeute et qui a fait des formations sur la thérapie de couple, sur accompagner les couples, la sexo, etc. Bah, il a reçu son premier couple, et quand le couple est sorti, il s'est dit, ça, c'est pas pour moi. Et pourtant, il est extrêmement compétent. Il a bossé, il a fait des formations, etc. Il dit non, ça, c'est pas de mon domaine de compétence parce que c'est pas quelque chose qui renvoie quelque chose de naturel pour moi et d'écologique. Donc là aussi, c'est important. Est-ce que je suis prêt à accompagner? Est-ce que je suis prêt à accompagner tout type de clients? Comme un médecin, est-ce qu'il est capable d'accompagner tout type de patients? exactement. J'ai Exactement. des collègues qui sont et copains qui sont urgentistes, et j'en ai d'autres qui ont dit, moi, urgentiste, je peux pas. Moi, je peux Oui, pas, je peux pas. Ou m'occuper d'un gamin, pédiatre. Oh non, non, ah non, non, les gamins, oulala, moi je pars en courant. Pourtant, c'est des super médecins. bien Donc, sûr. on est bien d'accord qu'il faut être polyvalent, mais en même temps, être compétent dans sa polyvalence et Voilà, c'est ça. savoir ce qui nous permet de faire. Maintenant, il y a un autre aspect, et pour pas encore conclure, mais il faut voir ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Oui, Hein. On peut discuter pendant des heures, se dire qu'est-ce qu'on devrait, machin. Il y a une chose, c'est que les médecins ont un précaré oui, et des obligations de résultats et des obligations de savoir-faire. Pour les hypnothérapeutes, c'est la même chose. exactement. À moi de savoir et de définir ce qui me concerne et ce qui ne me concerne pas. C'est vrai, et c'est vrai que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et que des fois, la limite est ténue entre le fait Exactement. que. Mais il y a des choses sur lesquelles, effectivement, il ne faut pas transiger. Exactement et à la fois la polyvalence est importante, mais elle est importante même d'un point de vue de la prise en charge et de l'orientation, en fait, du client que vous allez avoir. Moi, j'ai fait certaines formations j'en ai fait dans des domaines, multiples et variés, mais il y a des choses que je ne pratique pas. Mais je sais comment ça marche. Je sais quel type de patient je peux envoyer à tel praticien. Et c'est ça qui va être important au-delà du fait de dire, vous avez des personnes qui vont faire de la sexo, qui vont faire de la gestalt thérapie, qui vont faire de la psycho, de la psychanalyse, de l'hypnose, de ceci, de cela. Et en fait, ça fait que c'est des gens qui sont moyens en tout, mais qui sont excellents en des fois rien. Et il vaut mieux parfois être excellent dans un domaine ponctuel. J'aime bien cette idée, Jean-Charles Cossier la développe souvent, de dire de ne pas tirer au lance-roquettes sur le problème, mais là, de tirer le fil rouge qui va faire que la pelote se démêle avec juste ce fil rouge. C'est ça qui est intéressant en fin de compte. Parce que faire un protocole, j'en sais rien, en disant bon, allez, je vais faire une machine à changer hypnotique parce que de toute façon, ça passe partout et puis je ne sais pas trop quoi faire. Non, dans ce cas-là,
préfère la stratégie, et je la trouve plus optimale, et c'est celle qu'on nous apprend d'ailleurs dans le domaine médical, d'aller chercher la chose qui va être le plus efficace, le minimum d'action pour le maximum d'efficacité. Donc, si je pense que je pourrais faire 5 séances avec mon patient qui aurait 30% d'amélioration, mais qui pourrait faire une séance avec la psychologue et qui aurait 70% d'amélioration, le calcul est vite fait. J'envoie à la psychologue. Et ça sert tout le Donc, monde, le patient en premier. ben, c'est le confort du patient en premier et du client en premier. Exactement. Oui, j'ai dit résultat. Oui, effectivement, je me suis mal exprimé. J'étais au feu de l'action. Moyen. Obligation de moyens. Je suis tout à fait d'accord avec Florimond d'Ostréal. Hein. C'est dans le côté où les choses partent, les mots vont plus vite. Oui, Même s'il y obligation a de certains moyens. domaines de la Et médecine où qui il dit peut avoir… obligation de moyens dit la possibilité d'offrir des moyens autres que les miens aux personnes qui viennent me voir. Tout à Parce que fait. c'est le job, ça fait partie aussi du job. C'est la globalité de la prise en charge. Ok. Ouais, je pense on a bien débattu. Donc, dans le futur, ce qui est intéressant, c'est effectivement comme certains y travaillent, et beaucoup de personnes y travaillent, c'est non pas de normer, j'aime pas ce mot-là, mais d'encadrer ce qu'est l'hypnothérapie en tant que telle. Oui, Effectivement, pour ceux qui ne sont non médecins, hein. Effectivement, euh, quelle est, quelles seraient effectivement les réflexions à avoir plutôt que de s'opposer à cherchons le bien du patient, cherchons le mieux-être du ok. patient et du client, du sujet que l'on accompagne, et pouvoir travailler de concert. Et je pense qu'il y a beaucoup de médecins, de professeurs, etc., qui sont intéressés par le travail de l'hypnose et aussi des psychologues et psychothérapeutes. Et j'espère qu'on pourra effectivement se mettre autour d'une table et faire avancer ce sujet. Enfin, moi, en tout cas, me tient énormément à cœur. Et c'est intéressant d'avoir eu avec toi ce penchant côté médical et en même temps côté hypnose que tu pratiques. Exactement. Et de toute façon, je pense que la base d'une bonne pratique, de manière générale, il faut que ça reste l'expérience. Même si l'expérience clinique, je veux dire, de la personne, hein, que ce soit du médecin ou du non-médecin, peu importe, c'est qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui a marché. Moi, au début où je me suis installé, je me suis dit, bah, moi, je pense qu'on peut faire les arrêts des tabacs en une séance. Alors, j'avais plein de copains qui me disaient, mais n'importe quoi, l'arrêt du tabac en une seule séance et tout ça, c'est impossible. Et toujours est-il que j'ai essayé et aujourd'hui, j'en fais 10 par semaine en une seule séance. Et ce qui fait que les gens sont d'autant plus contents. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire la réputation aussi, votre réputation. Le maximum d'impact pour le minimum de mouvement pour le maximum d'impact. C'est ça que je voulais dire. Donc, il ne faut pas rester arqué sur des carcans de telle ou telle philosophie, de telle ou telle pratique. Essayez. Si ça ne marche pas, essayez autre chose. C'est vraiment le maître mot, je pense. Ben, c'est le maître mot. Et puis ne pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller vers une politique, non pas de la peur, parce que Oui, souvent, on traite les choses du côté de la peur, il faut pas, c'est en ça, c'est pas le temps, mais plutôt du côté de la solution et plutôt exactement, du côté de l'ouverture et de la connaissance. exactement, Se exact. replier sur soi-même, que ce soit dans n'importe quel domaine, n'a jamais permis d'ouvrir et de créer des techniques nouvelles. Donc, effectivement, ouvrons les portes, ouvrons les débats. Bien sûr, on ne sera pas toujours d'accord. Bien sûr, il y aura des choses où de temps en temps, ça frictionnera, ça frottera. Mais je pense que c'est de là que peut naître effectivement, dans le futur, pour les prochaines générations, et tu en fais partie, parce que c'est la génération des 20 à 25 ans qui arrive en pleine force, qui a une idée aussi complètement différente de la médecine, de la thérapie, qui est un héritage, parce qu'il ne faut pas oublier que Palo Alto, ça date des années 60-70, mais ça arrive aussi, mais ça met du temps à arriver, et il faut Bien quelques sûr, générations pour pouvoir inclure ces pensées systémiques. Tu nous as éclairé sur le fait qu'en médecine, ça devenait de plus en plus systémique aussi. bien sûr. Vous ouvriez à d'autres techniques qui n'étaient pas juste l'acte médical en lui-même. Mais je pense que c'est créatif et puis ça nous laisse de bons espoirs dans le futur. C'est plein d'espoir, c'est plein d'espoir. On va vers des jours de Voilà. plus en plus ensoleillés.
Ouais, alors là, moi, pour moi, Perpignan, Pas de vin, il c'est paraît, en le Bourgogne. soleil est bien caché, mais bon, on sait qu'il est là. Je vais rappeler rapidement le programme avant de conclure cette heure. Passer ensemble en votre compagnie et avec tous vos commentaires. J'en ai pas lu tout le monde parce qu'il y en a énormément. Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires sur le chat. Euh, Pensez donc que demain, on retrouve l'auto-hypnose. Il y en a qui me demandaient l'auto-hypnose. Eh bien, l'auto-hypnose, on en a demain avec nos amis Franck Pladzek et Christophe Kinbeiter. Hein, c'est un rendez-vous, je crois que c'est le 7e ou 8e rendez-vous sur l'auto-hypnose. Ils vont continuer par la suite, donc ça va être super de pouvoir découvrir et confirmer l'auto-hypnose. Mardi, je vous retrouverai accompagné de ma sister brother avec Laure Roussel, et on vous parlera d'hypnose et de sexo. Mercredi, ça sera question ouverte avec de la covision sur un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser. Jeudi, on retrouve nos deux blondes de charme, Laure et Janet Verdeil, pour le power shot et le coaching. Et n'oubliez pas, vendredi, un sujet à ne pas manquer sur lequel travaille d'arrache-pied Philippe Vernois, dont il aura le plaisir de faire découvrir et de vous en parler. Vendredi, ça sera les paroles d'experts. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme tea time aujourd'hui. J'ai oublié. Je n'ai pas noté. Je suis vraiment désolé. Merci, Tim. Je vais te laisser le mot de la fin. Pensez à liker, à partager, etc. Et je te laisse le mot de la fin parce que tu es la nouvelle génération et que moi, je suis plutôt encore. Bon, c'est encore un peu loin quand même, la retraite. Non, la morale, je pense, et la conclusion qu'on peut amener à ce café, elle est simple, c'est pratiquer, 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 pratiquer. Comment on forme un excellent chirurgien? C'est un chirurgien qui a opéré des centaines et des centaines et des centaines de patients. Plus vous verrez de monde, plus vous verrez de patients, plus vous serez bon. Et ne vous faites pas souci pour le côté médical. Les médecins évoluent. Ils sont comme tout le monde. Ils ont besoin de réfléchir. Ils ont besoin de penser. Ils ont besoin de peser le pour et le contre. Leur fameuse balance bénéfice-risque. On a tous besoin de le faire. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver et ça va arriver beaucoup plus vite que certains ne le pensent. Merci beaucoup, Tim. Merci à Florent qui était en régie. Oui, C'était le dernier café avant le déconfinement et j'aimerais faire aussi un big up à tous ceux qui ont participé au café et au thé. Je ne veux pas citer parce que je vais oublier du monde. Ceux qui étaient en régie, ceux qui ont animé, qui ont créé des choses. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, je me suis éclaté avec vous. Super. Et surtout, n'oubliez pas, synapsez-vous. synapsez-vous.